Bien, écoutez, il est 9h30. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire de Swiss Life Asset Manager. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite ce webinaire pour ne pas prendre de retard, puisque depuis que nous sommes confinés, il y a une grande particularité en France, c'est que les réunions commencent à l'heure. Et ça, c'est bien nouveau quand même, et ça fait pas de mal. Voilà, bienvenue à ce webinaire donc, de Swiss Life Asset Manager consacré à nos fonds immobiliers, donc l'OPCI Dina-Pierre et la SCPI Pierre Capital. Et aujourd'hui, on s'était rencontrés, c'était au mois de juin, pour un premier webinaire à la sortie du premier confinement. Et on a décidé de réitérer effectivement cette manifestation. Je suis toujours accompagné donc de Béatrice Gage, qui est directrice de la recherche chez nous, directrice de la recherche économique. Je rappelle que Béatrice est également senior advisor auprès de l'IEIF. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IEIF, c'est l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Et je vous invite d'ailleurs à soit vous connecter sur le site, soit aller voir leur parution. Et Béatrice est senior advisor aux côtés d'un monsieur que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Pierre Schoeffler, et il travaille souvent de concert, justement pour éditer des études macroéconomiques sur le thème exclusif de l'immobilier. Voilà. Donc Béatrice va prendre la parole sur les sujets macroéconomiques pendant une demi-heure, puis nous répondrons bien sûr à vos questions sur ces sujets macroéconomiques, et je reprendrai la main juste après pour vous parler de nos deux solutions. Que s'est-il passé? Que va-t-il se passer? J'aimerais le savoir, mais essayer de vous donner des perspectives sur nos deux fonds, la SCPI Pierre Capital et l'OPCI Dina Pierre. Voilà. Béatrice, je te laisse la parole et écoute, nous t'écoutons pour savoir quelles sont les perspectives. Parfait, merci beaucoup. Je vais supposer que le son est bien. Merci, on va rester quelques instants peut-être sur la première slide pour dire que voilà, on a intitulé ça éléments de recherche, donc de manière modeste, dans un monde immobilier devenu complexe. Alors, l'immobilier est devenu complexe, non pas parce qu'il est multiforme, mais par le fait que la pandémie a initié des dynamiques non linéaires qui ont été synonymes de désordre, de volatilité et de bifurcation, ce qu'on appelle le passage d'un état vers un autre, pour le meilleur ou pour le pire, entre guillemets. Et c'est peut-être la première fois que l'immobilier direct doit faire face à un risque extrême avec une diffusion immédiate et un choc massif. Alors, vous le savez, le confinement a signifié pour le marché de l'immobilier une recorrélation brutale avec finalement d'autres marchés de type action ou marché de crédit. Et en général, il faut quand même le rappeler, l'immobilier subit l'onde de choc, mais cette onde de choc, elle est souvent beaucoup plus amortie comparativement à ce qu'on observe sur les marchés boursiers. Alors pourquoi je rappelle ça? Pour tout simplement vous signifier que c'est peut-être la première fois dans l'histoire que finalement l'immobilier est disrupté sur ce que moi j'appelle sa valeur ou ses valeurs intrinsèques. D'abord, sa valeur de diversification par rapport aux autres marchés boursiers, mais aussi sur sa valeur intrinsèque de collecte de loyers via le choc exogène du confinement, parce qu'on n'aurait jamais imaginé que tout d'un coup, les bureaux soient vides, les commerces soient vides et les hôtels soient fermés. Voilà. Et pour cette seconde conférence, Louis Renaud a souhaité que nous fassions une forme de point d'étape, notamment sur la valorisation associée à certains secteurs par géographie, donc à court terme, mais aussi pour comprendre les fondamentaux, les performances structurelles à plus long terme, et cela au regard des événements les plus récents, parce que les événements les plus récents, on va le voir, n'ont pas été neutres et ne sont pas neutres sur ce qu'on anticipe. Merci beaucoup. Alors, j'ai appelé ça, et on a appelé ça un regain d'optimisme. Alors, le premier graphique montre les contractions historiques du PIB dans les 4 grandes économies de la zone euro, qui témoignent de l'amplitude du choc de confinement, même si les mesures d'endiguement ont évité le pire. Alors, dans la zone euro, on est sur des mesures d'endiguement de 15 à 20%, comparables à celles qu'on a observées dans d'autres grandes économies, dans le monde en général, en Chine, mais aussi aux États-Unis. En revanche, l'heureuse surprise est venue du côté de la France au troisième trimestre, puisque le rebond du PIB a été le plus élevé dans la zone euro, plus 18%, ce qui finalement a compensé la baisse cumulée observée au premier et second trimestre. Alors, bien entendu, le tourisme domestique et le rebond de la consommation expliquent pour partie cette reprise de l'activité en France. Alors, l'Espagne et l'Italie, les deux autres grandes économies finalement qui ont été totalement confinées, ont rebondi à 16%, mais le rebond n'a pas permis
finalement de compenser les pertes qui avaient été observées au trimestre précédent. Et à titre d'illustration, l'Espagne reste à 6% par rapport à son niveau d'avant-crise, car fortement impactée par le manque de tourisme étranger, notamment durant la saison estivale. Donc, le rebond dans la zone euro, avec la France en tête, a été une bonne nouvelle. Bon, toutefois, il est vrai que la stratégie de stop and go adoptée par l'Europe, donc cette histoire de confinement, déconfinement, finalement, elle est assez négative, pour ne pas dire néfaste à la croissance potentielle à long terme, car elle inhibe les agents économiques, des ménages, mais aussi les entreprises dans leurs décisions d'investissement. Pourquoi? Parce qu'elle les incite plutôt à garder le maximum d'encaisse monétaire de précaution. Donc, c'est vrai pour la consommation et c'est aussi vrai pour l'investissement. Ces piliers de la demande domestique qui sont en général les forces de rebond. Tout ça. Donc, encore une fois, la stratégie de stop and go, finalement, pénalise la croissance potentielle. Il y a la deuxième idée, c'est l'élection de Joe Biden, qui est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'elle signifie une réintégration des accords de Paris des États-Unis. L'absence de raz-de-marée bleu, il y a une vague bleue, mais ça n'a pas été le raz-de-marée, tranquillise aussi les investisseurs, dans la mesure où la politique économique américaine sera menée au centre de l'échiquier sans mesures radicales, comme par exemple une forte hausse du taux d'imposition des plus riches qui aurait pesé bien entendu sur l'investissement à moyen terme. Alors, on va rester à la slide précédente. Et dans le contexte de crise actuelle, le programme de dépenses budgétaires des démocrates, il est au contraire positivement perçu pour relancer l'économie américaine. Et par ricochet, ça devrait bénéficier finalement à la croissance de la zone euro. Et enfin, sur le dernier graphique, l'annonce faite par Pfizer d'un vaccin anti ou contre le Covid-19 efficace à 90% a été le premier événement qui a fait rebondir l'ensemble des bourses mondiales par une violente rotation sectorielle sur les marchés actions. Donc, simultanément, ce qu'on a vu, c'est que le taux d'intérêt des bons du Trésor américain à 10 ans est remonté brutalement de 10 points de base. Alors, sur les marchés boursiers européens, j'ai matérialisé ici la France, puisque c'est quand même la terre d'investissement en immobilier pour tous les véhicules de collecte d'épargne de type SCPI ou OPCI, mais j'ai aussi matérialisé l'Espagne, qui est un marché de diversification pour les véhicules de collecte d'épargne. Je rappelle que les marchés boursiers, donc c'est important de noter le rebond, sont un bon indicateur avancé finalement des entreprises pour quantifier le risque locatif par secteur, directement via le marché action, mais aussi par le marché qui n'est pas visible ici, de l'investment grade ou du high yield. Donc ce rebond des places boursières a des conséquences, je pense, assez salvatrices pour l'immobilier, en termes surtout d'anticipation de sortie de crise, finalement probablement à un horizon 2022-2023 et pas 2023-2024, comme finalement les économistes l'avaient anticipé au regard de la deuxième vague et pourquoi pas d'une troisième vague. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante, où là, on va directement se plonger sur les marchés immobiliers. Mais c'est une slide qui présente le prix des foncières cotées, donc ce qu'on appelle des REIT, des Real Investment Trust, par géographie à gauche et par grand secteur à droite. Donc, je rappelle que les valorisations des foncières sur le marché coté sont souvent un bon indicateur avancé du marché de l'immobilier direct, même bien entendu si les amplitudes de baisse ou de hausse sont beaucoup plus importantes que ce qu'on voit sur le marché direct. Donc, sur la gauche, comme en témoigne ici le graphique, les marchés américains et asiatiques et européens sont parfaitement corrélés. Donc, la nouvelle d'un vaccin a renforcé les valorisations de marché, comme on peut le voir, et la reprise des cours des foncières, puisqu'elles ont rebondi sur toutes les géographies. Au niveau sectoriel à droite, le rebond a été aussi le plus notable sur les secteurs des bureaux et sur celui des commerces. Et le niveau des prix comparativement à ce qu'il était au début de l'année, il est de encore moins 60 dans le secteur des commerces et il est de moins 20% dans le secteur des bureaux. À titre de comparaison, parce qu'en fait, nous, on aime bien comparer les marchés cotés, les marchés non cotés, les valeurs transactées et aussi les valeurs d'expertise. L'indice IEIF des SCPI, par exemple, investit uniquement en immobilier de bureau, si je compare par rapport au moins 20%, et ben lui, il est quasi à son niveau de début d'année. Donc, il y a une forme d'inertie qui est importante. Encore une fois, ça, c'est pas nouveau.
on l'a toujours constaté. Et finalement, ça a été la grande force de ces véhicules d'épargne. Alors, en matière cette fois-ci de taux de capitalisation, par ce qu'on appelle des données transactées ou des données de broker, la hiérarchie des ajustements des taux entre les secteurs du côté, notamment dans l'analyse des patrimoines des grandes foncières, et le secteur du non-coté par l'analyse des données au 3e trimestre telles qu'elles ont été publiées par les brokers, reste relativement similaire. Les données sur la partie finalement non cotée avant l'effet de l'annonce d'un vaccin, donc ça c'est très important, montre une hausse des taux de cap ou une baisse des prix, si vous voulez, mais moi je parle surtout en hausse des taux de cap, quasi généralisée en Europe, même si l'amplitude donc de cette hausse ou de cette baisse des prix varie bien entendu selon les pays, les secteurs, les localisations et les typologies d'actifs en Europe. Donc, à titre d'illustration sur le segment des bureaux en Europe, la baisse a été de l'activité, cette fois-ci, si on regarde les flux d'investissement, elle a été de 40%. Et la décompression des taux de cap, elle est bien moins généralisée que celle associée aux centres commerciaux, par exemple. Et la baisse des prix, donc, elle est beaucoup plus amortie sur le segment des bureaux. Et sans surprise, avant de passer à la slide suivante, les taux de cap finalement sur les segments de type quartier central des affaires partout en Europe sont restés relativement stables depuis mars dernier, avec un effet de hockey peut-être sur certains sous-marchés périphériques. En revanche, sur les marchés, cette fois-ci très périphériques des grandes métropoles, la baisse de prix a été plus marquée, notamment sur les marchés qui avaient été déjà caractérisés par une vacance élevée avant le confinement. Donc, ces marchés en général, sont plutôt ceux associés à des grandes tours, à une espèce de verticalisation, et étaient bien entendu beaucoup plus vulnérables dans ce qu'on imagine être le monde d'après par rapport aux anticipations du télétravail. Donc, on va essayer de tenter d'illustrer cela par la slide suivante. Voilà, donc ça c'est une slide que je vous avais déjà présentée, donc je vais juste l'illustrer, qui présentait finalement le niveau d'activité et la part des effectifs en télétravail. Et ce qu'on avait vu, c'est que tous les secteurs finalement essentiellement tertiaires, qui étaient très digitalisés, n'avaient pas connu une forte baisse de leur activité, puisque celle-ci était estimée entre 50 et 90%, avec un très fort taux des employés en télétravail. On imagine, et on le voit déjà dans les premières données, que la hausse de l'activité va être beaucoup plus importante pendant la période de deuxième confinement. Et j'allais dire, ce qui est très important à noter, c'est là, cette fois-ci, le graphique de droite, puisque d'une part, ce sont les secteurs fortement digitalisés qui ont pu poursuivre leur activité sans perte de productivité. Et deuxièmement, il est clair que le constat d'un télétravail sans trop de baisse d'activité et de productivité à court terme a déclenché des incertitudes, mais surtout une hypothèse que finalement les employés préféraient rester 2 jours en télétravail en moyenne, comme en témoigne le graphique de droite. Et que finalement, ça pourrait engendrer une baisse tendanciellement significative de la demande placée, plus particulièrement dans les sous-marchés périphériques, donc hors Paris intramuros. Donc, une telle baisse structurelle de la demande placée, donc certains parlent de moins 20, moins 30%, et bien cette baisse structurelle viendrait mécaniquement impacter les valeurs dans un premier temps via une prime de volatilité, une prime de risque locatif sur ces marchés, mais aussi une prime d'obsolescence. Encore une fois, sur les marchés les plus vulnérables, à grande tour et en périphérie. Donc, c'est vrai sur la France et la région Île-de-France, mais c'est aussi vrai sur d'autres, finalement, métropoles européennes. Encore une fois, c'est la périphérie qui est quelque part beaucoup plus vulnérable. Donc, c'est comme ça qu'il faut aussi lire la remontée des taux de cap quand on fait une analyse granulaire par sous-marché, qui est en général de 25 à 50 points de base sur les sous-marchés en périphérie. Voilà. Mais tout n'est pas homothétique comme on va le voir. Alors, on va peut-être passer à la slide suivante pour se focaliser sur Paris intramuros. Alors, c'est une slide dont on aime bien discuter avec Louis Renaud, parce que quand on regarde les données des brokers, on sait qu'à Paris, les taux de capitalisation prime restent, donc quartier central des affaires, restent à 2,80 et convergent par exemple vers un taux
prime, typiquement de Francfort, qui est à 2,60. Donc Paris est toujours perçu comme un marché défensif par les investisseurs, qu'ils soient domestiques mais aussi internationaux. Et pourquoi? Parce qu'aussi Paris a des fondamentaux structurels extrêmement importants qui expliquent qu'il est moins vulnérable au télétravail, et on va s'en expliquer. Donc on a fait deux petits graphiques relativement simples. À droite, c'est une heat map qui présente finalement le taux de concentration des travailleurs qualifiés, et notamment des cols blancs, et leur lieu de résidence. Donc, on a combiné les deux. Et la couleur foncée reflète la densité des cadres par localisation. Et sur les 1,1 million de résidents, 70% travaillent sur Paris et sont essentiellement ce qu'on appelle des travailleurs hautement qualifiés ou des cols blancs. Ce sont tout simplement des cadres. Et comme le montrent les cercles concentriques sur la droite, finalement, il y a peu de sorties de cadres vers les banlieues, ce qui explique cette fois-ci une polarisation de la productivité de Paris intramuros. Et cette notion de productivité est extrêmement importante, notamment quand on la superpose finalement à l'innovation, au télétravail et au fait, pourquoi pas, de travailler 2 jours par semaine depuis chez soi. Alors, toutes les analyses qui sont faites au sein de chez Swiss Life, démontrent que la productivité parisienne intramuros est la plus élevée comparativement à tous les autres bassins d'emploi périphériques ou régionaux. Alors, c'est ce qu'on fait au sein de Swiss Life, mais c'est aussi ce qui a été démontré par les grands travaux, que ce soit par l'INSEE, voire des travaux économiques de l'OCDE quand on compare différentes métropoles européennes. Il est important de le souligner car au cours des 5 dernières années, c'est cette productivité du travail ou du capital humain, au-delà de l'inélasticité de l'offre de bureaux au sein de Paris Intramuros, c'est cette productivité qui a tiré la croissance locative des valeurs de marché sur Paris et qui a finalement dopé la performance globale des actifs parisiens. Donc, c'est la raison aussi qui explique que l'appétit reste constant sur Paris, car les investisseurs connaissent cette notion de productivité et ils anticipent que Paris restera mieux positionné à moyen et long terme pour générer cette croissance locative de marché au-delà du simple rendement en capital. Alors, pourquoi? Parce qu'à long terme, les travaux académiques et ceux encore une fois fait au sein de Swiss Life, montre que la croissance, cette fois-ci, non pas uniquement du travail, mais de la productivité globale, s'appuie tant sur le capital humain, donc c'est vous, c'est moi, c'est Louis Renaud, que sur l'innovation, le fait qu'on utilise typiquement Zoom, des appareils digitaux, mais aussi sur les interactions sociales qu'on peut avoir, cette fois-ci, de manière physique et en centre-ville. Et pourquoi? Parce que le centre-ville, et Paris en particulier, bénéficie de ce qu'on appelle des aménités, avec des noms un peu barbares, des externalités et des économies d'agglomération qui engendrent un phénomène cumulatif vertueux en termes de productivité, cette fois-ci, de capital humain, de chiffre d'affaires des entreprises qui sont localisées sur Paris et qui n'est pas visible, ce phénomène cumulatif, sur d'autres marchés en périphérie. Donc, Paris permet de mieux sécuriser les cash flows à long terme et les DVM, bien entendu, à moyen et long terme, en cas d'ajustement structurel de la demande placée. Cet ajustement structurel, dont je fais partie, par exemple, par rapport au télétravail qui se généraliserait 2 jours par semaine, hors Paris. Donc ça, c'est notre conviction basée sur nos travaux de recherche. Donc on va passer maintenant à un autre secteur qui va être celui de l'hôtellerie. Donc cette nouvelle slide que je vais commenter rapidement illustre les indicateurs à considérer pour toute analyse du secteur de l'hôtelier et pour mieux finalement mesurer les effets de premier et de second rang, soit les impacts directs de mesures de confinement, de distanciation au sens large, donc ça c'est le graphique de gauche, et les impacts indirects qu'il y a eu ou pas, des filets de sécurité mis en place auprès des ménages et des entreprises sur, j'allais dire, les 4 grands marchés qui concentrent l'essentiel de la demande touristique en Europe. Donc à gauche, on a une analyse comparée des mesures de soutien mises en place par les différents gouvernements. On le voit, la France et l'Espagne ont eu des politiques homothétiques, des soutiens massifs quasi instantanés à l'ensemble de l'économie, mais aussi aux secteurs les plus fragilisés. Et on a des mesures de soutien, et là je vais directement focaliser sur l'Espagne, qui reste très importante au mois d'octobre, bien supérieure à celles qu'on a enregistrées par exemple en France ou en Italie. Et cette remarque est à mettre en relation avec la violente contraction du PIB espagnol qui a été observée au 2e trimestre,
mais aussi au fait que l'Espagne est très dépendante du tourisme, avec une économie espagnole qui dépend du tourisme à hauteur de 13% du PIB, alors que c'est 7% en Allemagne, 10% en France et en Italie. Alors, on va passer à la slide suivante. Voilà, merci beaucoup. Alors ça, c'est une nouvelle slide qui vient illustrer mes propos, notamment sur des situations très différenciées en termes de nuitées entre les 4 grandes économies de la zone euro qui cumulent 80% de la totale des nuitées sur les 5 dernières années. Alors, en gros, on a la hiérarchie Espagne en premier, vous le voyez ici. Ensuite, on a l'Allemagne depuis ces dernières années, l'Italie et la France en 4e position. Donc, les nuitées sont différentes des arrivées, mais nous, on raisonne en termes de nuitées. Donc, pour plus de lisibilité graphique, là, j'ai fait une moyenne mobile sur les 12 derniers mois, sachant que les dernières données disponibles sont celles du mois d'août pour essayer un petit peu de mesurer finalement l'impact de la saison estivale. Alors, en Espagne, sur les 12 derniers mois, on est à moins 47% du niveau observé sur les 12 mois précédents. En Italie, on est à moins 45%. En France, on est à moins 37%. En Allemagne, on est à moins 30%. Alors, pourquoi je dis tout ça? Pour essayer de mesurer la sévérité des chocs selon les localisations, puisque ça a un impact, bien entendu, ensuite sur l'allocation stratégique, mais aussi l'allocation tactique des gérants. La sévérité du choc ici est à mettre en relation avec le type de demande, qu'elle soit étrangère ou domestique. Et c'est la raison pour laquelle il y a un petit graphique sur la droite. Et comme c'est indiqué sur ce graphique, l'Espagne est fortement dépendante de la demande étrangère à près de 70%, que ce soit en tourisme d'affaires ou tourisme de loisirs. L'Italie est moins dépendante, comme vous pouvez voir, avec, par rapport à la demande étrangère, on est à 50%. Quant à la France, la demande étrangère d'affaires ou de loisirs, elle est inférieure à 40%. Et en ce qui concerne l'Allemagne, la demande étrangère, elle est environ de 25%. Donc, on voit bien une espèce de hiérarchie qui est très différentielle et qui aussi, cette hiérarchie qui a contribué à avoir des différenciations très importantes en termes de baisse du tourisme tel que le graphique de gauche le montre. Donc, la contraction de l'ensemble des nuitées, donc, fonction de cette dépendance aux touristes étrangers, essentiellement pour l'Espagne et pour l'Italie, puisqu'on a un secteur aérien qui a été cloué au sol. Aussi, et là, c'est très important, avec les perspectives les perspectives d'un vaccin permettent d'anticiper un très fort rebond du tourisme étranger en France, en Espagne et en Italie, et un rebond aussi beaucoup plus rapide par rapport à la sortie de crise qu'on imaginait en 2023-2024, avant finalement l'annonce de ce rebond. Alors, ces rebonds, bien entendu, vont être très polarisés dans un premier temps, au profit des grandes métropoles, quand on fait les analyses en termes de flux asiatiques, etc., qui serait vacciné et comment repartirait le tourisme. Donc, ces rebonds vont être très polarisés et ensuite, ils vont se diffuser. Pourquoi? Parce que les métropoles sont en général beaucoup plus réactives en période de reprise de cycle. Alors, on va passer à une autre slide. Voilà. Cette fois-ci, on va venir à ce que j'appelle le cœur des métriques par sous-marché géographique, à savoir les taux d'ouverture tels qu'ils ont été observés l'été dernier, les taux d'occupation, le prix moyen, le RevPAR pour les 4 grandes économies de la zone euro. Alors là, je vais pas tout commenter. L'objectif ici, c'est de montrer que la France s'en sort relativement mieux par rapport à ses pairs. Et je vais peut-être commenter que le graphique de gauche, parce qu'on voit qu'ici que le taux d'ouverture, il a été de 0,8, si je normalise pour la France. Il a été très inférieur en Espagne ou en Italie. Les hôteliers ont décidé de ne pas ouvrir et quelque part, ça a été assez salvateur dans certains cas, ceux qui ont compris que de toute façon, ils n'auraient pas d'activité. En revanche, il y a ceux qui ont ouvert parce qu'ils étaient mieux positionnés, entre guillemets. Le taux d'occupation, il est de 0,70 quasiment en France, bien plus élevé qu'il ne l'est en Espagne, par exemple. Quant au prix moyen, il est de 0,89 en France. Il a été maintenu en Espagne et en Italie, donc il n'y a pas eu de slash de prix. Donc ça, c'est aussi important
à souligner, même si les dispersions sont relativement élevées d'une localisation ou à une autre. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que le RevPAR, il est bien inférieur en Espagne ou en Italie, tout simplement parce que finalement, il y a une absence de prestations quand les hôteliers ont ouvert, dans un contexte de distanciation sociale, mais aussi parce que finalement, l'Espagne et l'Italie sont très dépendantes du tourisme étranger et que le tourisme local n'a pas permis aux hôteliers de se refaire. Voilà, alors on va passer à une autre slide. Voilà, pour dire que disent les marchés financiers par rapport au rebond. Eh bien, le graphique de droite fait écho à mon introduction, où les performances globales du secteur de l'hôtellerie européen qui ont été supérieures à l'Eurostock avant la crise, là, sont tombées en dessous. Mais finalement, vous voyez qu'il y a eu un rebond depuis l'annonce de la crise. Alors, il faut bien le voir que le marché quand même européen, ça a été celui qui a été le plus pénalisé si on fait une comparaison par rapport au marché ou asiatique. La crise est plus aiguë puisque finalement, le marché européen concentre 51% des nuitées dans le monde. Donc, ce qu'on peut, le message un petit peu positif qu'on peut voir et de manière plus pragmatique, c'est que finalement, vous le voyez, tous les exploitants au niveau international ont bénéficié de cet effet vaccin qui montre quand même une forme de reprise de confiance, même si bien entendu il va falloir passer le cap 2021, une espèce d'enjamber de manière positive le cap 2021 pour que la prise soit vraiment effective en 2022 dans le secteur de l'hôtellerie. Donc ça, c'est le message le plus positif qu'on n'aurait pas pu donner encore il y a 2 semaines. Alors, on va peut-être passer à la slide suivante pour rapidement parler des commerces. Voilà, donc je ne vais pas rappeler ce que vous savez déjà, c'est que alors j'ai pris le cas de la France ici, mais les commerces ont été très fortement impactés, vous le voyez, et c'est en fait les grandes métropoles qui ont été beaucoup plus impactées par le phénomène du télétravail d'une part, par le phénomène aussi d'un manque de touristes étrangers, c'est ce qu'on peut voir sur le graphique de gauche, et vous voyez aussi que d'un point de vue sectoriel, eh bien il y a, bon c'est toujours la même chose, ce qu'on appelle les usual suspects, le textile, l'habillement, qui ont été aussi très fortement impactés. Alors, au-delà de ces baisses de chiffre d'affaires et que, bien entendu, ça pèse, entre guillemets, sur les enseignes, sur leur viabilité à passer la crise, ce qu'on peut se dire, finalement, quand on regarde, cette fois-ci, on va dire les valeurs locatives de marché. Les valeurs locatives de marché, a priori, elles ont implicitement baissé, encore une fois, de manière beaucoup plus importante que ce qu'on a observé sur le bureau. Et ce qu'on peut dire en termes de taux de capitalisation par rapport à ce que j'ai dit sur le marché des bureaux, c'est que dans les commerces, finalement, au niveau européen, pour les économies où le confinement a été le plus sévère, la hausse des taux de capitalisation dans le secteur du high street depuis mars dernier, elle a été en moyenne de 25 points de base à 50 points de base, même et peut-être encore plus élevée sur les finalement localisations touristiques. Voilà. Cette hausse, elle est plus du double sur, j'allais dire, des infralocalisations uniquement spécialisées en zone touristique. Voilà. À Paris, les taux oscillent désormais autour de 3%. Bon, et on a un peu minimisé la casse, tandis que on peut dire que l'Espagne a été probablement la plus grande victime en termes d'ajustement des taux de capitalisation. Voilà. Sur les segments des centres commerciaux, la hausse, à titre de comparaison, elle est de 25 à 100 points de base en moyenne avec des taux de capitalisation qui peuvent atteindre, par exemple, plus de 12%. C'est le cas typiquement au Royaume-Uni ou dans des marchés très périphériques, très isolés, on est quand même aussi là à 10%. Voilà. Alors, je pense qu'on va peut-être, pas encore, non, oui, peut-être passer à la slide suivante. Voilà, pour dire que, bon, on le sait, il y a énormément d'enseignes en France qui sont sous des procédures de sauvegarde. Donc, évidemment, il faut surveiller cela comme le lait sur le feu. Ce qu'on peut aussi dire en associant à la fois la baisse du chiffre d'affaires, le risque locatif associé aux procédures de sauvegarde et en essayant de le relationner par rapport au taux de capitalisation, ce qu'on peut dire, c'est qu'une analyse granulaire à l'échelle des grands marchés européens entre ces différentes variables montre qu'au-delà du confinement, l'amplitude de la décompression des taux, elle associe l'offre, la concurrence Internet qui a plus ou moins
finalement fragiliser certaines enseignes et la durée de récession économique anticipée au sein des sous-marchés. Donc en fait, vous voyez, il y a une espèce de combinaison de variables qui font que les taux de cap ont plus ou moins décompressé selon les marchés par pays, mais aussi par sous-localisation physique et par segment de marché. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là sur le commerce et plutôt passer à la slide de conclusion. Voilà, pour dire que l'aspect digitalisation, bah, c'est acté hein, maintenant, c'est dans l'ADN des grandes enseignes pour une sortie entre guillemets par le haut, même si entre guillemets 2020 est difficile, 2021 sera aussi difficile, mais on en avait parlé au précédent séminaire quand on avait parlé des taux de défaillance. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la sortie de crise, elle est finalement actée par le vaccin. C'est, je pense, moi, l'effet papillon en termes d'optimisme, même si les cicatrices vont rester profondes, hein, elles vont être profondes avec des inégalités structurelles, économiques très importantes qui vont, elles, impacter et qui vont morceler les marchés immobiliers comme elles l'avaient fait finalement lors de la crise précédente en 2008. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la polarisation dont on parle beaucoup avec Louis Renaud et les gérants va se renforcer. On a essayé de vous le démontrer par ces slides. Et la compression des taux, finalement, la baisse de valeur telle que j'en ai parlé, démontre hein, cet effet de polarisation, même si on imagine que l'effet vaccin pourrait créer un espèce d'effet de hockey avec une nouvelle baisse des taux. Alors, la stratégie de relais de croissance sur les fortes zones de productivité, on considère que c'est ce qui permet de sécuriser les cash flows à moyen et long terme. Encore une fois, l'immobilier s'inscrit dans le temps long, même si on peut avoir une rotation des portefeuilles de manière tactique à court terme, mais en général, c'est pas conseillé puisque l'immobilier est quand même un actif moins liquide que les autres. Et encore une fois, le vaccin là permet de reprendre un petit peu son souffle. Donc, ce qu'on estime, c'est que la décompression des taux sur les marchés, elle devrait être mineure et temporaire. Pourquoi? Parce que la probabilité d'un scénario augmente avec ces effets d'annonce de vaccins efficaces. Pfizer il y a une semaine, Moderna hier, parce qu'en fait, ces vaccins permettent finalement de dessiner un rebond de l'activité économique, mais aussi ce qui est très important, un nouveau sentier de croissance en termes de croissance des loyers, des croissances des VLM au-delà de 2022. Donc, la valorisation à court terme ne doit pas être le point focal. C'est finalement la prime de risque locative qui devient la variable de contrôle. On l'a déjà dit. Est-ce qu'on va pouvoir enjamber la crise? Potentiellement aujourd'hui mieux que ce qu'on aurait pu encore dire il y a 2-3 semaines. Et on reste finalement convaincu que finalement, pour avoir un portefeuille résistant à moyen et long terme, il faut continuer dans cette stratégie de diversification de portefeuille, à la fois géographique et sectorielle, en juxtaposant des approches de type top-down et bottom-up. Voilà, j'en ai terminé. Merci à toi, Louis Renaud, et merci à vous. Merci Béatrice pour ces explications excessivement claires et précises. Écoutez, ce que je vous propose, donc on fait une petite session de questions-réponses si vous le souhaitez, avant de passer à la partie pur produit. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, vous n'avez pas accès au micro, donc on attend vos questions et peut-être Clotilde aussi, aide-moi si tu vois passer les questions. N'hésite pas à les poser à Béatrice. Donc, dans un premier temps, plutôt des questions sur la macroéconomie, hein, s'il vous plaît. Alors, on a déjà une question. Observe-t-on déjà des changements qualitatifs dans la demande placée, Béatrice? On ne t'entend pas, Béatrice. Excusez-moi. Oui, on observe des changements qui sont de deux ordres. Des changements de court terme où effectivement, il y a, à part une grande transaction, la totale, finalement les grandes transactions ne s'observent plus.
On a essentiellement des petites transactions locatives sur des petites surfaces, moyennes surfaces. Ça, c'est la première chose. On pense aussi, ce qu'on voit dans les transactions, c'est que, bien entendu, il y a des perspectives de réduire la voilure jusqu'à environ 2022 de la part des corporates en termes de demande placée, parce que les entreprises ont un objectif de réduire les coûts. Donc ça, forcément, ça a un impact en termes de qualité de la demande. Et aujourd'hui, le marché le plus dynamique reste quand même le marché parisien. Ça, c'est la première chose. Après, il y a un phénomène finalement de changement de la demande plus structurel, où on voit déjà se dessiner finalement deux types de demandes à géométrie variable, c'est-à-dire plutôt une demande qui resterait fixe en termes de demandes associées de type corporate, par exemple pour les grands sièges, plutôt au niveau parisien, et plutôt des baux flexibles ou des réductions de surface ou une espèce d'atomisation des demandes à venir sur des espaces relativement différenciés et quelque part pour associer une demande de télétravail plus importante. Donc, on a effectivement une demande à court terme qui a changé pour faire face à la crise. Et de ce qu'on entend de la part des grands brokers, mais aussi des grands utilisateurs et des architectes, c'est que les entreprises réfléchissent aussi à ce qui va être leur espace demain en mixant finalement des espaces plus flexibles, mais encore une fois à géométrie variable. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur le marché parisien et de l'Île-de-France.